Il est midi, bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de votre journal. Tout de suite les titres de l'actualité. Les efforts de l'Algérie pour soutenir la cause palestinienne aux Nations Unies ont été salués lors de la 40e session du Conseil des ministres arabes de la justice. Le ministre de la Justice a réaffirmé la volonté de coopération avec les pays arabes. À Lisbonne, la 48e conférence de l'OCOCO réunit militants, responsables politiques et membres de la société civile. Il s'agit de discuter de l'indépendance des droits humains et l'urgence humanitaire au Sahara occidental. De leur côté, les militants sahraouis poursuivent leur résistance pacifique contre l'occupation marocaine et dénoncent la politique coloniale du régime du Marzen. Leur détermination reste inchangée et leur cause gagne en visibilité sur la scène internationale. Le skateboard, sport urbain, séduit de plus en plus de jeunes. Lors d'un événement d'initiation, les enfants ont pu découvrir cet univers et exprimer leur passion. Un événement pour promouvoir la pratique de ce sport de glisse et de repérer de nouveaux talents. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Lotfi Boujedmaa, a mis en exergue lors de sa participation à la 40e session du Conseil des ministres arabes de la Justice les efforts de l'Algérie sous la direction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en faveur de la cause palestinienne au niveau des instances onusiennes, notamment au Conseil de sécurité et à la Ligue arabe, et a exprimé la disposition de l'Algérie à coopérer avec les pays arabes. Écoutons-le. آمل أن نتوصل في اجتماعنا هذا إلى الخروج بقرارات وتوصيات مناسبة. J'espère que cette réunion aboutira à des recommandations et à des décisions à même de concrétiser nos intérêts communs et qui contribuent à consolider notre coopération et la complémentarité juridique et judiciaire arabe, tout en vous réitérant l'entière disponibilité de l'Algérie à coopérer en permanence dans tous les domaines afin d'assurer la sécurité et la stabilité de nos peuples. L'Algérie, sous la direction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors de son mandat au Conseil de sécurité, œuvre à faire respecter un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza et à assurer la protection juridique au peuple palestinien conformément aux chartes internationales. Je rappelle que l'Algérie a également œuvré à obtenir le soutien juridique des organisations internationales à la cause palestinienne, parmi elles la Ligue arabe, l'Union africaine et l'Organisation de coopération islamique et même le mouvement des non-alignés, ce qui a eu un impact positif sur les institutions juridiques internationales dans la Cour pénale internationale. Nous saluons également toutes les initiatives arabes qui vont dans le même sens pour mettre un terme au massacre de nos frères palestiniens, libanais et autres pays arabes. Je me félicite aussi du lancement par la Cour pénale internationale de 2 mandats d'arrêt internationaux contre 2 responsables sionistes pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité à Gaza. Une procédure à laquelle l'Algérie n'a cessé d'appeler par le biais du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ce qui constitue une avancée importante pour mettre fin à des décennies d'immunité de l'entité sioniste qui poursuit ses crimes contre le peuple palestinien et les peuples de la région. Lotfi Boujedmaa a également tenu des rencontres avec ses homologues arabes, à savoir Adnan Fangari, ministre égyptien de la Justice, Khaled Chouani, ministre irakien de la Justice, Ahmed Al-Shahid, ministre syrien de la Justice, Abdullah bin Mohamed bin Saïd Al-Saïdi, ministre de la Justice et des Affaires légales du Sultanat d'Oman, et Sharhabil El-Zaven, ministre palestinien de la Justice. L'Algérie réaffirme son soutien indéfectible à la cause palestinienne, dénonçant les crimes perpétrés par l'entité sioniste depuis plus d'1 an. Le président de la République a réitéré son appel en faveur d'une solution juste fondée sur l'indépendance et un État palestinien souverain avec Al-Quds comme capitale. Fidèle à ses principes, l'Algérie continue de défendre la Palestine sur la scène internationale, en particulier au Conseil de sécurité des Nations Unies. Yassine Messaoudi. La journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien met en avant une cause universelle et légitime, tout en dénonçant les crimes atroces perpétrés par l'entité sioniste.
Cette journée intervient alors que la Palestine endure une agression sans précédent qui entame sa deuxième année sous le regard passif de la communauté internationale, impuissante face aux violations continues des lois et conventions internationales par l'occupant. À cette occasion, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a appelé à faire de cette journée une occasion pour renouveler l'engagement en faveur d'une solution juste à la cause palestinienne, fondée sur le droit à l'autodétermination et à l'établissement d'un État souverain sur les frontières du 4 juin 1967, avec Al-Quds comme capitale, conformément aux résolutions de la légalité internationale, appelant par la même occasion à accorder à la Palestine le statut de membre à part entière au sein des Nations Unies. Le président de la République a également exhorté la communauté internationale à réagir face au génocide en cours. Fidèle à ses principes, l'Algérie reste un soutien indéfectible à la cause palestinienne, à travers son rôle au Conseil de sécurité des Nations Unies, où elle lutte contre toute tentative de déstabilisation, notamment les projets de déplacement forcé. Elle appelle régulièrement à ce que l'occupant sioniste soit tenu responsable des crimes commis contre le peuple palestinien, symbole de résilience et de dignité face à l'oppression. Entre-temps, l'enfer continue de se déchaîner à Gaza où les attaques brutales et les bombardements sionistes incessants ciblent des innocents. Maisons, appartements et véhicules sont réduits en cendres, emportant des vies humaines et semant la terreur au cœur de la population. Les violences laissent derrière elles un lourd bilan de victimes et la communauté internationale demeure sourde au drame humain qui se joue. Rina Lohari. Soumise à une agression génocidaire depuis plus de 420 jours, Gaza fait face à une série d'attaques brutales et meurtrières visant des civils innocents. Au moins 7 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans un bombardement par les forces d'occupation d'une maison dans le quartier d'El Rimel au centre de la ville de Gaza, au moment où plusieurs personnes sont portées disparues. Dans le même temps, 9 autres martyrs ont été recensés après le bombardement d'un appartement abritant des familles déplacées dans le quartier de Sheikh Radouane, dans le nord de la bande de Gaza. À Jabalia el-Nezla, un Palestinien a été tué sous les balles d'un drone de l'armée sioniste. Plus au nord, à Beit Lahia, 2 massacres successifs ont été commis, faisant 75 morts, principalement des femmes et des enfants. Par ailleurs, 5 Palestiniens, dont 3 employés de l'ONG World Central Kitchen, sont tombés en martyrs dans un bombardement des forces d'occupation sur un véhicule civil au nord-est de Khan Younes, au sud de l'enclave palestinienne. Au camp de Nusayrat, les équipes de la protection civile ont retrouvé les corps de 11 martyrs, victimes de frappes continues depuis la veille. Pour dire que les atrocités sont les mêmes partout à Gaza, prise en étau dans cette guerre sans fin, alors que la communauté internationale reste silencieuse face aux meurtres et aux destructions de la machine de guerre sioniste, allant à l'encontre des principes de l'humanité. La situation au Sahara occidental, toujours au cœur des préoccupations internationales. À Lisbonne, au Portugal, la 48e conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui réunit militants, responsables politiques, près de 300 personnalités politiques et médiatiques et membres de la société civile. L'indépendance du Sahara occidental, les droits humains dans les territoires occupés, mais aussi l'urgence humanitaire figurent parmi les principaux sujets abordés. Walid Yousfi. La 48e conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui à Lisbonne a été une occasion pour des parlementaires, des experts, des universitaires et des journalistes de lancer un appel pour une forte mobilisation internationale en faveur de la cause du Sahara occidental, dernière colonie en Afrique. Cette 48e édition est, comme on le sait, un rendez-vous annuel très important. Les mouvements de solidarité à travers l'Europe se réunissent pour évaluer le travail de solidarité accompli au cours de l'année écoulée et tracer une feuille de route pour l'année à venir. Cette année, la conférence se tient dans un contexte particulier marqué par de nombreux défis, mais également par beaucoup d'opportunités. Nous allons travailler après avoir préparé pendant toute l'année des groupes de travail, aussi bien autour de la question des droits de l'homme du peuple sahraoui, aussi bien autour de la question des ressources naturelles du peuple sahraoui, aussi bien autour de la légitimité de la lutte d'un peuple. La question du blackout médiatique imposé par l'occupant marocain a aussi été soulevée, dénonçant ainsi les efforts de corruption et de lobbying visant à étouffer la voix des Sahraouis. Dans cette rencontre de solidarité syndicale, j'ai voulu tenu absolument à porter témoignage de la résistance des travailleurs sahraouis au sein du territoire occupé du Sahara occidental
dans le cadre de la lutte de libération nationale. Dû les avantages de leur convention, de leur statut avec l'Espagne, avaient un nouveau, ils n'avaient même pas de contrat et c'était le Maroc qui était les patrons de l'affaire. Nous sommes ici pour exprimer notre solidarité avec le peuple sahraoui pour le droit à l'autodétermination et je suis très content de participer à cette manifestation très importante. Le but à travers cette première activité syndicale est d'exprimer notre solidarité internationale avec le peuple sahraoui. Nous tenons à mettre en lumière la position de l'Union syndicale internationale libre et sa solidarité avec cette cause qui appartient exclusivement au peuple sahraoui dont le seul représentant est le Front Polisario. Cette conférence de 2 jours coïncide avec plusieurs avancées majeures pour la cause sahraoui, notamment l'arrêt historique de la Cour de justice de l'Union européenne, confirmant l'annulation des accords commerciaux Maroc-UE qui incluent illégalement des territoires du Sahara occidental. La France bafoue la légalité internationale dans un article publié par le quotidien Al Watan intitulé « Lorsque la reconnaissance viole l'obligation de non-reconnaissance », retour sur le soutien de la France de l'occupation marocaine du Sahara occidental. Il est rapporté, vous l'aurez compris, que Paris reconnaît la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Une décision qui suscite incompréhension et indignation. Yanis Abdelrazem. La Cour internationale de justice vient de rappeler à qui veut l'entendre un principe fondamental du droit international, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Pourtant, ce principe semble mis à mal par la récente décision de la France qui, dans une lettre adressée au roi du Maroc, a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Une position qui suscite l'indignation des défenseurs des droits internationaux. Il faut dire que depuis 1975, le Sahara occidental est considéré par l'ONU comme un territoire non autonome sous occupation marocaine. Une situation qui viole plusieurs normes impératives du droit international, notamment l'interdiction du recours à la force et le droit à l'autodétermination des peuples. Mais en qualifiant le plan d'autonomie marocain de 2007 de seule base pour une solution politique, la France opère un revirement inattendu. Un positionnement en contradiction avec la ligne que la France défendait, notamment dans le dossier palestinien, et met en péril sa crédibilité sur la scène internationale. Pour légitimer son contrôle sur le Sahara occidental, le Maroc multiplie les initiatives, ouverture de consulats dans les territoires occupés, lobbying international, des manœuvres qui divisent les opinions. Or, en droit international, l'obligation de non-reconnaissance est claire. Aucun État ne doit légitimer une occupation illégale. Pourtant, en soutenant la souveraineté marocaine, la France pourrait se retrouver en violation de ses propres engagements juridiques. En reconnaissant cette souveraineté, la France soutient indirectement des pratiques interdites comme la colonisation de peuplements qui violent les conventions de Genève. L'impasse politique s'aggrave, les Sahraouis privés de leur droit à l'autodétermination voient leur situation humanitaire se détériorer tandis que le processus de paix onusien reste bloqué. Pour les organisations internationales, le message est clair, l'occupation marocaine du Sahara occidental reste une violation flagrante des normes impératives du droit international, une violation que la France, par son soutien récent, semble ignorer. En agissant ainsi, la France prend un risque, affaiblir sa position sur d'autres dossiers internationaux et s'éloigner des principes fondamentaux qu'elle prétend défendre, un dilemme diplomatique qui met en lumière une contradiction de plus en plus difficile à justifier. Les militants sahraouis, à travers leur résistance pacifique, continuent de dénoncer l'occupation marocaine et la politique coloniale du régime du Marzen. En dépit des répressions brutales et des tentatives de manipulation, ils revendiquent leur droit à l'indépendance. Leur détermination reste intacte et leur cause gagne en visibilité sur la scène internationale. Yamina Seydji. La patrie ou le martyr, ce slogan emblématique est devenu un cri de résistance pour les militants sahraouis. À travers leur action courageuse dans les territoires occupés, ils ont brisé le silence imposé par l'occupation marocaine, descendant dans les rues avec des slogans patriotiques et des drapeaux sahraouis. Par ces manifestations, ils dénoncent la politique coloniale du régime du Marzen, un pouvoir oppresseur et illégitime qui bafoue les droits fondamentaux du peuple sahraoui, tout en affirmant leur aspiration à une indépendance nationale sous la bannière du Front populaire pour la libération de Saqiya al-Hamra et Wad al-Dahab. استجابة الشعبية تحرير ساقية الحمراء ووادي الذهب نريد الحرية والاستقلال ورحيل الاحتلال المغربي عن الصحراء الغربية.
La résistance sahraoui s'est imposée comme une lutte légitime, enracinée dans la conscience collective et soutenue par des stratégies pacifiques sur le terrain. Elle consolide l'unité nationale, réduisant à néant les conspirations et les pseudo-solutions proposées par l'occupant marocain, dont la seule réponse reste la répression brutale, la violence et la propagande. Ce régime décrit comme un État hors la loi continue de violer impunément les droits humains sous le regard critique des organisations et instances internationales. تحية المجد والخلود حرية المعتقلين تحرر الشعوب. نحن هنا مناضلين من قليل المحسن نندد بوجود احتلال مغربي في أرض الصحراء الغربية. Malgré cette oppression systématique, les militants sahraouis restent déterminés à arracher leurs droits légitimes par des moyens pacifiques et légaux, portés par leur foi inébranlable en leur unité nationale et en la justice de leur cause. Inflation galopante, crise économique et perturbations boursières, autant de facteurs qui aggraveront les faillites d'entreprises au Maroc. Pour 2025, l'économie du pays continuera de faire face à de lourdes conséquences. Les derniers rapports prévoient une nette augmentation des défaillances, des chiffres même records, une situation inquiétante pour le Maroc alors que la crise socio-économique pèse de plus en plus sur la question des citoyens, du quotidien des citoyens. Rav Hamouche. La crise socio-économique fait des ravages au Maroc. Les conditions de vie des Marocains deviennent de plus en plus difficiles. Inflation, crise économique et perturbations boursières, tous ces ingrédients illustrent les faillites d'entreprises marocaines, mettant en péril le gagne-pain de milliers de familles. En effet, la situation actuelle des PME marocaines résulte d'un manque de financement, d'une baisse des marchés publics, ainsi que du retard ou du refus de certaines grandes entreprises de s'acquitter de leurs créances, ou tout simplement une gestion anarchique des hautes autorités du Marzen. D'ici la fin de 2024, le nombre total de défaillances au Maroc devrait atteindre environ 16 100 cas, marquant une hausse de 13% par rapport à l'année précédente. Ces chiffres viennent s'ajouter aux augmentations déjà constatées en 2022 et 2023, où les défaillances avaient bondi de 17% et 15% respectivement. Si l'on compare cette situation à celle d'avant la pandémie, le contraste est frappant. Le Maroc enregistre une augmentation de plus de 100% par rapport à la période 2016-2019, durant laquelle les faillites d'entreprises étaient relativement sous contrôle. Plusieurs facteurs contribuent à cette dégradation continue. D'une part, les retards se sont multipliés, mettant en péril la trésorerie des PME qui peinent à maintenir des flux de liquidités suffisants. D'autre part, les charges fiscales sur les entreprises marocaines déjà élevées n'ont cessé de s'alourdir ces dernières années. Des charges imposées pour combler le déficit du trésor public. Ces pressions combinées rendent la situation intenable pour de nombreuses sociétés, notamment celles opérant dans des secteurs tels que la construction, le commerce de détail et les services déjà frappés de plein fouet par les crises successives, résultant la gestion à long point du Marzen. Salat al-Istisqa a été accomplie aujourd'hui à travers toutes les mosquées du pays suite à la sécheresse qui a affecté la plupart des régions. Cette prière accomplie en 2 unités de prière est une sunna du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, qu'il recommande en cas de sécheresse. Les imams ont insisté dans leur prêche sur le devoir de remercier Dieu Tout-Puissant pour toutes ses grâces et l'adorer, et de multiplier les invocations et les prières pour abreuver le pays et préserver la paix et la sécurité qui y règnent. Et on poursuit ce journal avec du sport et cette 11e journée de Ligue 1 de football qui se jouera à partir d'aujourd'hui avec un match à l'affiche, celui qui mettra aux prises 2 vieilles connaissances, à savoir l'Entente de Sétif et le MC Alger, ou encore le match entre la GS Sabra et la GS Kabylie. Riyad Belkhadim. L'affiche entre l'Entente de Sétif et le Mouloudia d'Alger prévue dimanche 1er décembre au stade du 8 mai 45 à Sétif, horaire du match 17h30. Un choc très attendu entre le champion sortant, 2e dans le second wagon, avec 16 points, en compagnie de l'USMA, et le 4e, l'Entente, dans le wagon juste derrière, en compagnie du Mouloudia d'Oran. Le doyen, auteur d'un bon match nul, mardi à Lubumbashi face au TP Mazembe, tentera d'effacer la lourde défaite de la semaine dernière dans le derby algérois face au CRB. Côté Kahla Obeida, l'Entente est sur une courbe ascendante. Elle voudra surfer sur celle-ci en confirmant sa belle victoire la semaine dernière à Béjaïa face à Arbou, le surprenant promu.
En cas de victoire du Mouloudia, il devra attendre le lendemain, lundi, pour voir ce que fera le CS Constantine en déplacement à Biskra. Les CNF très en forme iront défier l'US Biskra après avoir battu Sfax en Coupe de la CAF. L'USB, qui vient de signer un contrat avec le technicien Sirtahal Sherif Louizani pour diriger sa barre technique en remplacement de Mounir Zardoud, un accord décrit comme un pas important pour surmonter le passage à vide selon la direction de Biskra. Est-ce que le choc psychologique aura lieu face au leader? Réponse lundi. Le reste de cette 11e journée, samedi, il y aura le Mouloudia d'Olbayat qui recevra l'Espérance de Mostaganem, l'autre promu avec Arbou. NC Magra, un club qui va mal depuis le début de la saison, affronte une équipe en forme en la recevant à la maison, le Mouloudia d'Oran. Enfin, le SM Khenchla jouera à la maison face à l'Olympique d'Arbou. Le lundi, suite et presque fin de cette 11e journée, la JS Saoura accueille la jeunesse sportive de Kabylie à 16h. Et puis, comme on l'a dit précédemment, l'US Biskra essayera de se ressaisir face à un excellent leader, le Shabab Riyadi de Constantine. Tournons-nous à présent vers une autre discipline, tout comme le football. Le skate fait vibrer les jeunes générations. Un sport de glisse qui allie style et technique. Et l'occasion d'un événement d'initiation. Les enfants ont eu l'occasion de découvrir cet univers pour certains et pour d'autres de partager leur passion. Il s'agissait en fait de promouvoir la pratique du skate, mais aussi de repérer les nouveaux talents. Couverture, Lamia Boudbouda. Le Children's Ball Days est un événement qui vise à initier et permettre aux enfants et jeunes de pratiquer les sports urbains dans des lieux qui leur sont dédiés et en toute sécurité. Dans le cadre de détecter des jeunes talents dans le domaine du skateboard et dans le même temps dans les rollers. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'enfants et des jeunes qui s'intéressent à cette activité. Parmi les grandes actions de la direction de la jeunesse et sport, c'est d'aider cette jeunesse-là et de construire des sites de parcs de loisirs pour ces enfants. Nous avons même l'intention d'aller plus loin dans les BMX et dans des différents quartiers, dans différentes communes, et afin de détecter les jeunes talents. Plus tard, Inch'Allah, nous aurons notre équipe nationale. Si ça fait 8 ans, on avait rassemblé 30 skateurs algérois, Blidé, Béjaïa et tout, et ils ont été pris en charge carrément avec cette ligue, et de là ça a commencé à se propager, et ça s'est terminé avec une naissance d'un mini skatepark à Tizi Ouzou, et là, alhamdoulilah, on se retrouve avec un skatepark énorme, voilà, donc ce n'est que du plaisir et de bon augure pour tous les skateurs algériens. Initiation, concours des 8-15 ans et exhibition avec le Best Tricks sous l'œil vigilant des jurys. Chacun essaye de faire sa meilleure figure et le moins que l'on puisse dire, c'est que nos jeunes ont du style. C'est la continuité des échanges qui durent depuis 2016. On est venu faire ici des formations, on a échangé beaucoup avec les skateurs locaux, on a fait des vidéos de skate, on a fait voilà, plein de choses déjà, le petit skatepark de Tizi Ouzou. Et donc là, c'est la continuité, c'est l'aboutissement de quelque chose avec l'organisation de cette compétition. On a fait aussi beaucoup de films dans la rue, ce qui est la base du skateboard. Et effectivement, il y a une scène très dynamique avec de plus en plus de skateurs. Et c'est chouette. On juge sur la difficulté de la figure, la technique, la technicité, la vitesse, l'aisance, le style. Il y a un truc très important en skate, c'est le style. On dit souvent que le skate c'est plus proche de la danse que du foot, parce qu'il y a un truc, c'est pas un zéro, il y a quelque chose dans la, voilà, je fais ça, vous voyez, il y a un style, il y a une façon de faire, il y a une nonchalance. Le skateboard, un sport de glisse qui a vu le jour aux États-Unis dans les années 50 et attire de plus en plus de jeunes. Fares, jeune Algérien vivant à Marseille, nous raconte ses débuts avec ce sport. 15 minutes. Je suis allé dans un skatepark, j'ai découvert le skate et j'ai trop aimé. Et du coup, en fait, moi, j'avais pas les moyens pour m'acheter un skate. Je demandais le skate aux gens. Et un jour, il y avait une femme, elle est venue et elle m'a acheté un skate. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé et j'ai plus arrêté. Après, tu apprends à tomber et tout. Avec le temps, normalement, ça va. Alexis, malgré ses blessures, continue à faire du skateboarding.
C'est stylé, aussi c'est dangereux. Il faut avoir l'habilité, il ne faut pas avoir peur. Dans un moment, on la compétition Best2X Skate. Soyez nombreux à aller encourager ces amoureux des planches à roulettes et pourquoi pas vous initier à ce sport. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, votre bulletin météorologique. Et puis, je vous retrouve ce soir pour le journal de 19h. Très bon après-midi à vous.